l'exposition universelle de 67, en 68, la Ville de Montréal a pris la gestion de Terre des Hommes puis a voulu en faire une exposition permanente. Oui. Alors qu'avant, c'était le gouvernement du Québec, mais là, c'était la Ville de Montréal. Et comme ça devenait des employés municipaux, les guides des pavillons, les employés des restaurants de la Ronde, puis les employés des manèges, tout ça, c'était géré par la Ville. Et ils avaient reconnu que ces employés-là pouvaient être couverts par l'unité de négociation des cols bleus de la Ville de Montréal. Or, les cols bleus étaient depuis longtemps membres du SCFP. Et donc, ils héritaient tout d'un coup des employés temporaires de Terre des Hommes, parce que c'était juste l'été. Là. Mais ces employés-là, c'était pas tout à fait la même sorte de membres que les cols bleus traditionnels. Non, tu avais beaucoup d'étudiants là-dedans. Puis... C'était à 99% des étudiants. Ouais. Et on se souvient qu'en 1968, c'était une année d'effervescence. Il y avait eu mai 68 en France, avec les révoltes étudiantes très, très grandes. C'était l'année des gardes rouges en Chine, c'était l'année des contestations en Tchécoslovaquie. Les étudiants québécois, comme les étudiants un peu partout dans le monde, étaient vraiment imbibés de cette agitation-là. Et ils avaient le réflexe facile là, à Terre des Hommes, la gestion était affreuse. Comme c'était quelque chose de nouveau, la Ville n'avait aucune expérience dans la gestion d'un travail comme ça. Puis eux autres, ils savaient qu'il y avait un syndicat là, mais ils trouvaient que le syndicat était inadéquat. Les étudiants faisaient des conférences de presse pour dénoncer ça, pour dénoncer la gestion de la Ville. Ils dénonçaient même un peu le syndicat. Il y avait vraiment une confrontation. Et là, Daou, il va avoir quelqu'un qui pourrait essayer de dealer avec la situation. Sauf qu'au moment où il m'embauche, c'était déjà au début du mois d'août, et ça s'est démobilisé très vite. Mais j'ai quand même essayé de faire du travail, là, de regrouper À la fin de ce travail-là, là, je vais voir Daou, je dis, bon, j'ai fini mon travail, là, et bon, tu restes quelques semaines, fais-moi un rapport, puis ce que tu penses que devrait être le service qu'on développe pour ces étudiants-là l'année prochaine, puis comment on devrait manœuvrer. Alors, je fais ça. Puis à la fin, je lui remets ce rapport-là. Bien, il dit, puis ta job au CTC, c'est toujours pas ouvert, j'attends. Il dit, toi, tu as été journaliste. Il dit, je serais prêt à m'embaucher quelqu'un à plein temps pour faire le journal. Bien, je dis, Fernand, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Là. Je veux pas être journaliste, là. Je veux être dans l'action syndicale. Tu sais. Puis au CTC, là, si la job s'ouvre, là, je vais pouvoir faire du recrutement, faire de la négociation, aller organiser des grèves. Il dit, oui, mais en attendant, il dit, tu pourrais faire le journal. Puis il dit, ici, là, tu vas pouvoir participer aux assemblées, puis tout ça. Il dit, tu ne seras pas juste le journal. On va pouvoir te donner des tâches. Bon, je vais essayer. Alors, j'ai commencé. Et durant le temps où je m'acquittais de mes fonctions de responsable des communications, je faisais un journal chaque mois et tout ça, le SCFP me déléguait à la FTQ dans des comités de la FTQ. Alors là, j'avais des contacts avec d'autres syndicats, je voyais un peu de la composition de la FTQ, et surtout, j'ai été mis au courant des débats internes puis des revendications de la FTQ face au CTC. Et CTC, c'était la centrale canadienne qui avait des succursales, c'était des fédérations provinciales. Et ça, là, j'ai découvert que depuis 10 ans, il y avait vraiment des revendications qui étaient développées à la FTQ pour qu'elle acquiert plus d'autonomie. Et là, ça m'a remis en question sur l'opportunité d'aller au CTC. J'ai dit, moi, dans le fond, ça ne me tente pas d'être au Congrès du travail du Canada. J'aime mieux travailler dans un syndicat de la FTQ puis continuer à travailler avec les comités de la FTQ. Et quand le CTC m'a finalement appelé à la fin de l'année pour me dire que là, le poste était ouvert, bien, j'ai refusé. Je suis resté au SCFP. Et j'ai été au SCFP, bon, ça c'est en 68, toute l'année 69. Et de temps en temps, j'avais des activités communes avec des gens de la FTQ. Et j'ai continué à m'y intégrer, à avoir une vision beaucoup plus complète là, du travail qui se faisait là, puis des enjeux. En 70, là, le mouvement syndical s'est mobilisé en front commun pour s'opposer à la loi des mesures de guerre.
À la FTQ, le responsable des communications était en congé. Le SCFP m'a prêté à la centrale pour faire la campagne contre la loi des mesures de guerre. Et finalement, tu n'en es jamais ressorti. Non, parce que c'est créé à la FTQ, durant que je faisais ce travail-là de communication, c'est créé le poste de responsable de l'action sociale, économique et politique. Bon, là, tu arrives à la FTQ. Qu'est-ce que tu fais dans le quotidien, là? Bien, au tout début, quand j'arrive à la centrale, la première chose que je découvre, c'est les faibles moyens qu'on a, puis la fragilité de la centrale, là, sur le plan juridique, mais aussi sur le plan de ses moyens financiers, puis de son équipe. Et là, je me rends compte que c'est notre beau plan là, de prise du pouvoir éventuel par les travailleurs. On est loin, il y a loin de la coupe aux lèvres. Hein? Et bon, je fais quand même mes premières réunions avec le Comité d'action sociale, économique et politique. Puis là, on discute de l'implantation de comités d'action politique dans tous les syndicats, dans les sections locales. On parle d'une structure où on veut étendre notre toile d'araignée partout au Québec. Là, mais chacun des membres des syndicats qui est autour de la table, lui, c'est un négociateur, c'est un recruteur, c'est un conseiller technique qui, à 99% de son temps, fait du syndicalisme traditionnel. Là. Ça fait que ça va être un sideline, là, l'action politique. Ils s'intéressent à ça. Ce sont des gens convaincus qui sont là. Mais ils n'ont pas le temps de faire ça à plein temps. Là. Puis mettre sur pied des comités d'action politique dans toutes les sections locales, ça suppose pas mal de travail, puis pas mal de formation et tout ça. Laberge me fait venir dans son bureau, puis il dit, toi, là, il dit, l'information, c'est ça que tu faisais au SCFP, puis tu as été journaliste avant, il dit, je serais capable de faire ça, la publicité pour une campagne de maraudage. Une campagne de maraudage, c'est quoi ça? Il dit, en construction. Il dit, là, il va peut-être y avoir un vote. Il dit, moi, Laberge était assez proche de Jean Cournoyer, qui était ministre du Travail à l'époque. Il dit, Cournoyer m'a dit qu'il pensait qu'il imposerait un vote dans l'industrie de la construction. Eux, qu'il y a du maraudage périodiquement, où il faut faire signer des cartes, puis tout ça, puis pour dégager une majorité. Bon. Il dit, là, il pense que ça pourrait être tranché par des votes. Et alors, il dit, il faut se préparer pour ça. Il dit, nos gars de la construction, ils sont bien bons pour faire du recrutement sur les chantiers, mais la publicité, puis tout ce que ça supposerait, il dit, ils ont besoin de quelqu'un. Il dit, tu pourrais y aller, toi, il dit, leur donner un coup de main. Ben, je dis, oui, mais Louis, je suis venu ici, moi, pour faire de l'action sociale économique. Et, oui, on va le faire, là, mais il dit, ça, quelques semaines, tu pourrais lui donner un coup de main. Là, il dit, c'est André Desjardins, là, dans la construction, là, il dit, il va te dire qu'est-ce qu'il veut, là, puis tu mettras ça sur papier. Bon, quelques semaines, c'est correct, mais là, ouais. Il dit, oh, oui. Là, on parle bien du Dédé Desjardins. Dédé Desjardins, oui. Alors, moi, je vais là, puis bon, je trouve que c'est des gens qui connaissent leur affaire. Ça m'intéresse. Je prépare des trucs pour faire connaître les services de la FTQ Construction. Puis on prépare une campagne, mais là, finalement, il n'y en a pas de vote dans l'industrie de la construction. Cournoyer n'a pas dû pouvoir faire passer ça au Conseil des ministres, changer la loi et tout ça. Et c'est une campagne de maraudage traditionnelle. Alors, je passe là un 4-5 mois, sinon 6, faire de la publicité. Je fais le tour du Québec avec Desjardins puis les autres dirigeants des syndicats. Puis je deviens ami avec certains d'entre eux. Puis il y a des gens pour qui je développe vite une admiration. Là. Des gens comme Louis-Marie Cloutier, par exemple, qui était chez les menuisiers, qui était un gars très, très droit, puis très articulé, puis qui avait un syndicaliste remarquable. Oui. Des gens avec qui j'ai du plaisir à travailler, puis je découvre leur monde. Tu sais. J'ai appris beaucoup, beaucoup là-dedans, sauf que je ne faisais pas mon action sociale, économique et politique pendant ce temps-là. Et je reviens à la centrale, puis là, je veux reprendre mon action sociale, économique et politique, et Laberge, à un moment donné, il me dit, regarde, là, il dit, le gars de l'information, il n'est pas là de ce temps-là, puis il dit, tu pourrais faire quelques communiqués de presse de temps en temps. Bon, les communiqués, ça va, là, mais je dis, c'est pas ça ma job, là. Il dit, non, c'est ça.
À un moment donné, il y a les ouvriers, les travailleurs de plusieurs métiers à la presse, c'est-à-dire les typographes, les photograveurs, les pressiers, les clicheurs, sont mis en lockout. Ouais. Power Corporation a décidé qu'il allait moderniser ça et il allait faire des changements technologiques. C'est les débuts de l'informatisation. Le syndicat se braque et dit non, c'est pas de même ça marche. Nous autres, on a des juridictions de métier, des champs de compétences, puis ça, il faut que ça soit respecté intégralement. Puis on va les négocier, les changements technologiques. Power Corporation s'était préparé, ils avaient préparé leur coup, ils avaient doublé, sinon triplé les équipes de cadres non syndiqués. Et ils avaient commencé à recruter du personnel à l'extérieur en prévision d'un affrontement. Et quand ils ont été prêts, tous les métiers de l'imprimerie, ils ont mis en lockout, puis il y avait du monde pour les remplacer le lendemain. Ils avaient décidé, eux autres, qu'ils allaient détruire les syndicats. Parce qu'ils disaient, ils vont être dans nos jambes si on veut faire des changements. Puis, alors, là, les syndicats de l'imprimerie, de la presse, là, ils sont venus à la FTQ, ils étaient membres de la FTQ, puis on dit, on va faire une conférence de presse, dénoncer ça, tout ça, c'est qu'on analyse leur situation, on fait une conférence de presse, puis la berge, évidemment, dénonce Power Corporation. Quand les journalistes ont été partis, ils disaient, hey, restez là, puis toi aussi, Leclerc, reste là. Là, la berge, il commence à jaser avec eux autres, puis là, le ton monte, il commence à les engueuler. Il les traite de vieux conservateurs. Il dit, c'est bien correct là, de défendre vos métiers, puis vous êtes assis sur vos juridictions. Mais il dit, là, vous ne faites pas face à un petit employeur. Là. Power Corporation, c'est gros, ça a beaucoup de moyens. Puis les autres, ils vont vous écraser, ils vont vous garder sur le trottoir pendant 5 ans, s'il faut. Ils continuent à publier leur journal. Ça leur fait pas mal. Le lockout, ils l'ont planifié. Il dit, c'est pas de même, vous allez sortir. Il dit, moi, si vous ne changez pas vos stratégies de conflit, là, il dit, je ne veux pas que vous reveniez me voir pour que je fasse une autre conférence de presse. C'est des paroles en l'air qu'on fait. Il dit, on s'oppose à Power Corporation, mais on y fait pas mal. Les gars disent, oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bien, il dit, vous allez vous mettre sur pied un comité de stratégie et vous allez bâtir un plan là, de bataille. Ils ont dit, ouais, mais ça va être difficile là, pour nous autres de nous entendre. Il dit, ah, mais pas grave, je vais vous nommer quelqu'un. Là, il dit, il va vous coordonner. Fait que là, je sais qui c'est qu'il va nommer. Je dis, on est 3-4 à FTQ. Fait que les gens disent, oui, qui ça? Ben, il dit, Leclerc va faire ça. Là, moi, je suis resté bouche bée. Les gens partent après la réunion. Je m'en vais dans le bureau de la berge. Je dis, Louis, qu'est-ce que tu penses? Je connais rien là-dedans. Moi. Comment tu veux que je coordonne ça? Là? Je connais rien dans l'imprimerie. Je connais rien dans les stratégies de grève. J'ai jamais fait ça. Ben, il se fait autant pas. Il dit, il y a plusieurs de leurs militants de base, des pressiers, des typographes qui sont venus me voir, qui sont déjà en relation et qui essayent de préparer des petits moyens de pression. Ils n'ont pas l'appui de leurs dirigeants parce qu'eux autres sont très soucieux de rester dans l'égalité et tout ça. Ils savent quoi faire. Ils en ont toutes sortes de trucs pour boycotter le journal puis l'empêcher de son fonctionnement. Il dit, je vais leur dire que ces gens-là doivent faire partie d'un comité de stratégie. Puis, toi, tu vas simplement faire l'espèce de coordination. Tu vas prendre des notes de ce qu'ils suggèrent, puis tu essaieras de mettre ça ensemble. Puis il dit, anime-les. Puis il dit, eux autres, ils en ont des plans. Je réunis ces gens-là, on discute, puis effectivement, ils ont des bonnes idées, puis on commence à faire des plans. Puis notre idée, c'est de faire en sorte que tout le fonctionnement, on n'est pas capable de fermer la presse tout de suite, là, mais entre autres, la distribution du journal, ça la rend vulnérable. Ils sont partout dans les kiosques à journaux, il y en a partout dans la ville. Puis si les kiosques à journaux commencent à trouver ça embêtant lorsqu'ils se font un peu vandaliser, ou ils vont peut-être y penser à 2 fois avant de distribuer la presse. Puis on a pensé à une multitude puis aussi à de l'information un peu plus agressive que ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, puis à essayer de réclamer aussi la solidarité de plusieurs syndicats pour qu'ils fassent. Puis ça a abouti à un boycott officiel du journal. Puis le plus grand quotidien français d'Amérique, qui s'intitulait comme ça, il n'a jamais pu être après, hein, parce qu'il a perdu une bonne partie de sa clientèle pendant le conflit, avant même qu'on le règle. Et
à cause de cette campagne de boycottage qu'on menait, puis à cause de tous les moyens de pression qui rendaient de plus en plus difficile la production, à un moment donné, une des actions qu'on a menées, la presse était produite pendant la nuit, puis au petit matin, c'était embarqué dans des camions, dans la ruelle. Il y avait une ruelle à côté de l'immeuble. Puis, tout passait par là. On savait que la production complète de la presse, là, ça allait sortir à telle heure, à 4-5 heures le matin. Dans cette ruelle-là. Dans cette ruelle-là, pour partir. C'est qu'à 4-5 heures du matin, une demi-heure avant que les camions arrivent, nous autres, on a bloqué la ruelle avec des autos. On a débarqué de nos autos, puis on a enlevé les clés. Puis on est parti avec. Puis là, tout était jamais autour de la presse. Il n'y a pas un camion qui peut s'approcher Alors, le journal n'a pas pu être distribué normalement ce jour-là. Il était distribué beaucoup plus tard quand la police a réussi à nous évacuer, puis ils nous ont tous fait remarquer. Mais ça a retardé de plusieurs heures. Et ça veut dire, d'une part, on avait laissé la presse produire son journal, donc dépenser pour le produire. Puis, on l'empêchait de le distribuer. Donc, ça c'est une dépense additionnelle. C'est pire que si on avait empêché la production du journal. Puis on a fait plein d'actions comme ça. On avait du harcèlement dans les maisons privées. On faisait du piquetage devant des maisons de scab puis de contremaîtres. En tout cas, il y a eu une foule d'actions qui ont été menées. Et ça a fini par faire en sorte qu'il y a eu une vraie négociation après. Puis les gens sont rentrés tête haute. Entre autres, c'est sûr que le conflit a durci. Les journalistes rentraient à l'ouvrage, puis on ne leur demandait pas de ne pas rentrer à l'ouvrage. Ils étaient membres de la CSN. Mais à un moment donné, on leur a dit, écoutez, là, on va violer les injonctions, on va bloquer les portes. Parce qu'on avait le droit à 4 piqueteurs par porte. On ne peut pas bloquer le journal comme ça. Mais là, à un moment donné, on s'est mis 400 dans la porte. On a prévenu les journalistes, ils étaient d'accord. Alors, finalement, on a violé l'injonction. On savait qu'on aurait des poursuites légales, mais on s'est mis 400 dans les portes, puis on a empêché le journal de produire. Et là, les journalistes ont fait un accord avec les syndicats FTQ, les journalistes CSN. Ils ont dit, OK, on fait un front commun maintenant, puis on ne rentre jamais à l'ouvrage tant qu'il n'y a pas des conventions collectives pour tout le monde. Et là ça a débloqué la négociation par la suite et on était capable de passer à travers. Les gens sont rentrés au travail. Ils n'ont pas tout réglé les problèmes sur les changements technologiques. Puis plus tard, il y a eu des négociations ultérieures où je suis intervenu aussi, pas en titre d'expert en négociation, mais à titre de plus ou moins de porte-parole, pour les mêmes raisons, les difficultés entre les syndicats de s'entendre entre eux. Tu es en train de faire ce que tu aimes vraiment. Tu es dans l'action, avec des grèves, des mouvements de masse et tout ça. Et là, c'est là que j'ai pris la piqûre pendant le conflit de la presse, parce que avant ça, je me disais, ça, c'est un à côté, c'est en attendant. Là, tu es content de la berge qui t'a envoyé là, finalement. Oui, à la fin du conflit, bien sûr. Et là, tu en veux d'autres. Bien, pas j'en veux d'autres, mais il en vient d'autres. Puis durant ce temps-là, je réalise deux choses. Je réalise que notre plan officiel, notre plan sur l'action politique, il est irréaliste avec les moyens qu'on a. Et d'autre part, je réalise qu'il y a une grande portée politique à faire ressortir des conflits, qui sont des conflits traditionnels. Tu sais, les gens veulent une convention collective, ils ne veulent pas faire la révolution. Là. Ils veulent juste rentrer au travail et avoir des bonnes conditions. Sauf que pendant ces conflits-là, tu peux faire beaucoup de chemin sur la compréhension des rapports de force sociopolitiques. Parce qu'on fait face à Power Corporation, c'est pas n'importe qui. Si on ces moyens-là, c'est parce que c'est un grand consortium financier. Et alors, en politisant les conflits comme ça, ou en faisant ressortir la dimension politique, on ne les politise pas artificiellement, mais on fait ressortir la dimension politique, on fait avancer davantage la conscience politique des travailleurs. Et ça a été ma découverte pendant ce conflit-là. Toutes ces choses qui t'arrivent, là,
comme jeune syndicaliste qui est friand d'action à la FTQ, tu as le Front commun de 72. J'aimerais ça. Qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Le Front commun de 72, c'était toutes les centrales syndicales, tous les gens du secteur public ensemble. Moi, souvent, j'étais appelé dans des conflits par des syndicats qui avaient du personnel pour négocier, pour faire du recrutement, puis tout ça, mais défendre des griefs. Mais pour ce qui était de stratégie de grève, des fois, il y avait besoin d'un peu d'aide. Mais dans le cas du Front commun, c'était pas le cas. Les gros syndicats qui étaient là-dedans, puis la CSN, la CEQ, puis les syndicats comme le SCFP, qui était un des gros syndicats de la FTQ là-dedans, puis d'autres syndicats de la FTQ, les employés de service, tout ça, ensemble, ils étaient capables de se donner des moyens. Donc, je n'ai pas été requis pour l'organisation, suivre toute la stratégie du Front commun. Sauf que, quand la bataille s'est élargie, puis qu'il y a eu beaucoup de débrayages après l'emprisonnement des chefs et tout ça, des débrayages de solidarité, là, j'ai travaillé sur l'organisation, surtout dans la région de Montréal, pour l'organisation de manifs. À un moment donné, on a même occupé le poste CKAC. On s'est arrivé, puis on a pris les ondes. Puis là, on voulait faire une émission syndicale, expliquer les enjeux du Front commun, puis parler de la répression antisyndicale et tout ça. Mais au bout de 15-20 minutes, ils nous ont dit « Vous parlez dans le vide parce que on n'est plus en onde. » Le boss avait téléphoné, puis il avait dit « Hey, on sort d'onde. » Ma carrière radiophonique s'est arrêtée là. L'autre gros conflit où tu es intervenu, c'est la United Aircraft. Oui, oui. Et là, tu étais à temps plein. Là. Ah oui, là-dessus, j'ai été... C'était ton dossier, là. C'était mon dossier. Quelle était la différence entre toi et Bob Dean là-dessus? Bien, Bob Dean, c'était le directeur du syndicat, puis c'était le négociateur en chef. OK. Moi, c'était plus au niveau des stratégies, sur les campagnes de solidarité. On a fait des tournées à travers le Québec pour aller chercher des soutiens. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, les travailleurs fabriquaient des croix, puis des fleurs de lys avec des clous, des clous de chemin de fer. Là. Oui, on en voit présentement à l'écran. C'est Robert Dean lui-même qui nous les présente. Là. Oui, c'est ça. Puis j'ai fait des tournées avec des dirigeants de la grève, là, des militants locaux, là, André Choquette et d'autres. Pour aller obtenir, on allait sur des chantiers de construction, on allait rencontrer des gens dans des assemblées générales, et pour avoir leur soutien financier, mais aussi leur soutien moral. Puis à un moment donné, plus tard, quand il y a eu, après, il y aura une grande occupation, puis les gens ont été vraiment battus, massacrés par la police. Puis il y a eu, au lendemain de ça, un débrayage, pas total, pas général, mais de beaucoup d'entreprises à travers le Québec qui ont débrayé par solidarité pour protester contre ces gestes-là. Donc, pendant tout le conflit, j'ai accompagné les grévistes dans les campagnes de sensibilisation de solidarité. J'ai accompagné les grévistes dans les stratégies qu'ils bâtissaient pour eux autres aussi embêter des scabs. Là encore, il y avait des scabs. Et on a aussi planifié l'occupation. Moi, j'y ai pas participé à l'occupation à l'intérieur. Je l'ai organisé avec eux. On a tout vu à la logistique de tout ça. Là, tu parles des 34 gars, 34. Appelés les 34 Charlie, là, qui sont rentrés et qui sont fait tabasser. En fait, les 34, c'est ceux qui ont été arrêtés. Là, et congédiés. Et congédiés, puis qui n'ont pas été réinstallés. C'est drôle, ça. Il y a beaucoup de conflits célèbres dans l'histoire du syndicalisme québécois qui ont été des conflits majeurs, qui ont eu de l'influence sur l'évolution et des lois et des mobilisations et des syndicats, qui sont des défaites. Bien, Murdochville, puis avant ça, la grève d'Asbestos aussi. Asbestos. Donc, mais dans tous ces cas-là, sur le coup, ça peut être une défaite parce que les travailleurs rentrent sans avoir eu gain de cause sur les questions fondamentales. À Longueuil, c'était ça, la United Aircraft. Oui. Après, tu as eu la loi... C'est ça. Longueuil, les grands enjeux, c'était la formule RAND, c'est-à-dire le fait que les travailleurs qui sont membres d'une unité de négociation
doivent payer une cotisation syndicale, puis elle doit être prélevée à la source. Ça, c'était généralisé dans la plupart des entreprises au Québec puis au Canada. La formule de rente était appliquée, on négociait ça, mais c'était presque symbolique. Mais United Aircraft, depuis le début, depuis l'implantation du syndicat, ils bloquaient pour eux autres, c'était un principe, il n'y avait pas d'affaire à faire ça. L'autre chose, c'était, il y en avait sur le français langue de travail, des revendications. Il y en avait aussi sur un congédiement d'un des militants. Il y avait et la revendication majeure, là, c'était les briseurs de grève. Les briseurs de grève, c'était pas une négociation, mais on voulait que ça. Oui. Puis on voulait que les travailleurs syndiqués qui étaient en grève aient la priorité sur le retour au travail. Et la grève s'est soldée sans ces grands gains-là. Mais beaucoup de choses se sont retrouvées dans la réforme du Code du travail du Parti québécois une couple d'années après.